Dans un royaume lointain, enveloppé d'un miasme épais et suffocant, aux confins du monde connu, où résident des monstres qui jadis régnaient en maîtres et dévoraient sans pitié Le chancelier Anubis l'humanité, estime que cette jeune une fille jeune est le fille sacrifice le est plus conduite chétif qu'on leur ait sur jamais cette terre envoyé. désolée Une véritable brindille, pour être à peine présentée digne au d'être roi dévorée, et en propose tant de la que déchiqueter sur le champ. 99e Mais la jeune fille offrande l'interrompt, sans sacrificielle. ciller, le traitant de vulgaire cabot, et insiste avec aplomb qu'elle est tout à fait comestible. Les deux commencent à se chamailler bruyamment. Mais le roi, amusé par son audace, la trouve plutôt intrigante et congédie Anubis d'un geste sec. Il se retrouve Ses alors gardiens, seul dans Ça la et pièce Klops, avec la jeune lui intiment fille, l'ordre de qui le s'excuser qualifie immédiatement de auprès roi, du roi, au lequel s'avance vers elle explosif, en la traitant d'impudente le effrontée. prévenant Le qu'avec roi une lui révèle telle alors que attitude, chaque sacrifice il avant elle a finira tremblé par de se terreur à sa retrouver seule bien présence. seul un de Il ces ne peut jours. donc croire que cette jeune fille n'ait pas la moindre peur de lui, et lui ordonne de supplier pour sa vie, tandis qu'il enserre sa main autour de sa petite tête. Mais elle, imperturbable, se contente de tapoter ses énormes coussinets, les trouvant étonnamment doux et moelleux au toucher. La jeune fille affirme alors qu'elle n'a ni famille, ni foyer où retourner, donc ma foi, ça ne la dérange absolument pas d'être dévorée. Cela pique vivement l'intérêt du roi, qui lui demande son nom, et elle se présente simplement comme Sari. Le roi l'informe solennellement que le rituel sacrificiel se tiendra lors de la prochaine nuit de la révélation, lorsque le miasme se dissipera enfin. Il a l'intention de garder Sari à ses côtés jusqu'à ce moment-là, sont stupéfaits histoire de voir de combien de temps constater cette Sari petite interrogeant bravade Anubis pourra bien sur durer l'intention sans du roi entrave de garder dans un les vulgaire couloirs du animal de palais. compagnie humain au palais. Il lui rappelle que le défunt souverain avait scellé la paix avec les humains il y a un siècle, mais cette trêve exigeait l'envoi d'un sacrifice humain, symbolisant l'inégalité fondamentale entre les deux races. Alors que Sari observe le monde par la fenêtre, le roi la saisit brusquement, lui rappelant qu'elle n'avait aucune permission de quitter sa chambre, et la ramène de force. Sari lui fait remarquer que sa chambre est d'un ennui mortel, et suggère d'y apporter un peu de vie avec quelques fleurs, mais le roi rétorque qu'il n'apprécie guère les fleurs, révélant qu'elles ne poussent même pas sur ses terres à cause du miasme omniprésent. Le roi la met en garde. Elle sera tuée par les autres monstres du palais s'ils l'aperçoivent. Elle doit donc obéir à ses ordres sans discuter. Ce qui fait réaliser à Sari que, malgré les apparences, le roi s'inquiète réellement pour elle. Le roi la saisit, alors par le cou, la menaçant de mort. Mais la jeune fille, loin d'être effrayée, affirme avoir déjà vu bien pire. Dans un flashback douloureux, Sari découvre que son propre nom signifie sacrifice. Alors elle se précipite vers ses parents, sachant pertinemment que la prochaine offrande viendra de leur village. À cet instant précis, elle les surprend, en train de discuter de la manière dont ils l'ont recueilli, dans le seul but de l'élever pour en faire un sacrifice. Ses parents remarquent sa présence, et la pièce est soudainement illuminée par un éclair aveuglant, tandis qu'il la fixe d'un regard glaçant. À ce jour, elle se souvient encore avec une clarté terrifiante du Ils se regard rendent dans une antique effrayant cité-forteresse, qu'ils avaient gravement dans les yeux. endommagée lors de la guerre Et contre elle les humains, confie au un siècle roi auparavant. que Pendant ses que le yeux, roi à procède à lui, son inspection sont minutieuse, bien différents. Sari aperçoit les ruines C'est désolées de pourquoi la ville elle n'a basse. pas peur de Le roi lui, lui explique qu'il s'agit ce d'une qui zone de émeut non-droit, où le les roi monstres et les et le humains pousse à s'affrontent éprouver fréquemment, de la pitié et qu'il est pour de son elle. devoir impérieux d'empêcher ces conflits. Sari aperçoit des fleurs qui poussent dans la cité, et le roi lui explique que le miasme y est particulièrement ténu, ce qui en fait le seul endroit de tout le royaume où la flore peut s'épanouir. Elle cueille quelques-unes de ces fleurs dans un jardin improvisé et en tisse une couronne qu'elle dépose sur la tête du roi, lui assurant qu'il a l'air absolument adorable, mais le roi la retire aussitôt, persuadé qu'elle se moque ouvertement de lui. Sari lui explique qu'il arbore toujours un air si effrayant qu'elle souhaitait simplement le réconforter un peu en lui faisant admirer ses jolies fleurs. Mais le roi la saisit fermement, l'informant qu'une violente tempête est sur le point d'éclater. Il regagne précipitamment sa chambre, où il lui annonce que la nuit de la révélation approche à grands pas. Un éclair déchire le ciel, provoquant chez Sari une panique incontrôlable, car elle se remémore le regard terrifiant qu'elle avait vu dans les yeux de ses parents. Le roi la protège en l'enveloppant de sa grande queue, afin qu'elle ne panique plus à chaque coup de foudre. Elle lui confie alors qu'elle n'a plus du tout peur, car la chaleur du roi est si réconfortante, et lui dit qu'il n'a vraiment pas besoin de jouer les gros bras avec elle. Le soir de la révélation, on prépare Sari pour le rituel sacrificiel, et elle est folle de joie de porter de si magnifiques vêtements, les prenant pour une somptueuse robe de mariée. Anubis l'escorte jusqu'à la chambre de l'hôtel, où elle doit attendre l'arrivée du roi, mais elle est soudainement prise en embuscade par un monstre lézard, bien décidé à renverser le souverain. Il est persuadé que la tuer l'aidera à atteindre son objectif, et tente de l'attaquer avec son couteau acéré, mais un homme encapuchonné s'interpose, bloquant la lame d'une main ferme. Le lézard le prend pour un agent du roi, traitant ce dernier de lâche et de poltron, mais Sari s'écrie qu'ils ont un roi formidable, qui s'efforce d'éviter toute effusion de sang inutile. Le lézard attaque de nouveau avec fureur, tranchant la cape de l'homme et révélant ainsi son visage dissimulé. Il désarme prestement le monstre lézard, pointe son épée menaçante vers lui et le fait fuir à toutes jambes. Sari réalise avec stupeur qu'il s'agit du roi en personne, mais celui-ci la dirige vers la sortie, lui expliquant qu'il n'est pas un vrai roi, car il est en réalité à moitié humain. Il lui révèle que la nuit de la révélation le transforme en humain,
l'obligeant à se cacher dans l'obscurité la plus totale jusqu'à ce qu'il redevienne une bête. Le roi se sent profondément mal à l'aise, se considérant comme un pitoyable faible, indigne de porter la couronne. Mais Sari, avec tendresse, couvre sa blessure, lui assurant qu'il n'est absolument pas faible. Sari comprend alors qu'il n'a jamais dévoré aucun des sacrifices précédents, constatant les nombreuses cicatrices qui parsèment ses bras. Et nous apprenons qu'il a toujours utilisé son propre sang pour faire croire aux autres bêtes que les offrandes étaient bel et bien dévorées durant le rituel. Elle lui dit qu'une personne faible n'aurait jamais pu faire cela, le qualifiant de plus fort, et lui confie qu'elle souhaite désormais lui servir de nourriture plutôt que de rentrer chez elle. Ses chaînes se brisent alors que le roi la serre tendrement dans ses bras, et le lendemain, le roi annonce à tous, sans équivoque, que Sari sera désormais leur reine. Ses sujets, loin d'être ravis, manifestent leur mécontentement, alors il les met au défi de s'avancer, les remettant sèchement à leur place. Sari songe à le nommer Lanart, un nom qui signifie cœur vaillant, et il l'accepte avec un sourire, déclarant qu'il peut tout à fait s'en accommoder. Plus tard, 2 hauts dignitaires sont vus en train de le supplier de reconsidérer sa décision, arguant que la reine se doit de Sari descendre de d'une nouveau noble librement et dans le ancienne palais, lignée. et Saya et Klops la Mais le préviennent roi, que le roi va encore d'un piquer une colère simple noire, regard, mais elle n'a les absolument pas peur du roi, terrifie car elle et sait les pertinemment réduit qu'il est en à réalité une bonne l'obéissance la personne plus qui totale. s'efforce de protéger tout le monde. À cet instant précis, le roi apparaît, la soulève du sol d'un geste rapide et la ramène dans sa chambre, où il lui intime d'attendre sagement et sans bruit. Mais Sari, désireuse de l'aider, lui demande comment, alors il lui dit de se joindre au grand banquet de la cour, où tous les nobles du royaume se réuniront. Le roi lui révèle que ses propres dignitaires lui ont proposé cette idée, pensant que cela le ferait changer d'avis quant à faire de Sari sa reine, mais il dit à Sari de garder la tête haute, quoi qu'il arrive. Ce soir-là, le roi regagne sa chambre et y découvre Sari, endormie paisiblement près de la fenêtre. Il la porte délicatement, et elle pousse un petit cri en se réveillant, s'excusant d'avoir osé s'endormir pendant qu'il travaillait. Le roi aperçoit des fleurs sur ses genoux, et elle lui révèle qu'il s'agit de fleurs artificielles, qu'elle a confectionnées elle-même pour l'aider à se détendre chaque fois qu'il regagne sa chambre. Le roi affirme ne pas être intéressé par les fleurs, mais il estime que les fleurs artificielles lui conviennent étrangement bien. Sari pense Car, que après peu importe tout, si c'est il artificiel, est lui aussi du moment que une cela peut sorte toucher le cœur des gens d'imposture, et leur apporter de la avec joie. tant de choses à Et elle lui confie dissimuler. qu'il est comme ces abeilles qui se posent délicatement sur les fleurs, douces et travailleuses malgré leur apparence parfois effrayante. Elle assure à Lanard qu'il n'est absolument pas faux et s'endort même en souhaitant ardemment être comme lui. Des invités venus des 4 coins du royaume affluent au château et Anubis intime à Sari de se tenir à carreau durant l'événement, la considérant comme un véritable fardeau pour le roi. Le banquet est donné et les invités attendent avec une impatience non dissimulée de découvrir la nouvelle reine. Anubis leur ordonne le silence alors que le roi fait son entrée. Mais les convives sont choqués de voir le roi porter Sari dans ses bras, se moquant ouvertement de son apparence et proférant des remarques désobligeantes, car il méprise profondément les humains. Le roi exige le silence absolu, et Sari, la tête haute, fait face à la situation, tandis qu'Anubis invite les convives à profiter du banquet. Ils s'installent sur leur trône, mais Sari remarque les regards hostiles des invités, alors elle se lève et sert elle-même un plat à un convive, à la surprise générale. L'invité goûte le plat, le trouvant exquis, et tous les autres convives commencent alors à apprécier pleinement le banquet. Sari se rend ensuite à la cuisine pour aider au service, mais elle y rencontre des monstres qui refusent de la laisser entrer sous prétexte qu'elle est humaine. Cyanclops leur rappelle qu'elle est la reine, et le chef cuisinier, après un instant d'hésitation, la laisse finalement entrer. Elle prend des plats en cuisine et aide même à nettoyer les tables, mais un monstre caméléon, lui, la trouve toujours aussi suspecte. Sari aperçoit un vin étrange, réputé être un cadeau d'une cité marchande, et décide de l'apporter au roi. Mais le monstre caméléon, sournoisement, utilise sa queue pour la faire trébucher. Elle renverse accidentellement le vin sur le roi, et le caméléon la condamne aussitôt, affirmant qu'elle l'a fait délibérément. Les invités la fixent d'un air réprobateur, mais le roi, avec un calme déconcertant, lui lèche le visage. Il saisit la queue du caméléon, sachant pertinemment qu'il l'a utilisée pour faire tomber Sari, et lui rappelle avec force que Sari est sa reine, et menace de le tuer de ses griffes acérées, mais Sari l'arrête juste à temps. Léonard lui épargne la vie, lui signifiant qu'il la doit désormais à la reine, et à elle seule. Après le banquet, Sari rumine les événements récents lorsque le sol se met soudainement à luire d'une étrange lumière autour d'elle. Le roi apparaît, et elle s'accroche à lui, tandis qu'une bête sacrée, Gwyber, les emporte dans les airs. Il s'éloigne du château en volant, et le roi pense que les vents d'altitude lui feraient du bien. Et Sari est soulagée, car elle craignait que le roi ne veuille se débarrasser d'elle, se voyant comme un fardeau. Ils atterrissent en douceur, et le roi la traite de petite folle, lui disant qu'elle fait déjà partie intégrante de lui et qu'il ne se débarrassera jamais d'elle. Elle s'inquiète qu'il ne finisse par blesser quelqu'un, comme le caméléon, mais il est certain qu'elle saura l'arrêter si une telle chose devait se reproduire. Il lui confie qu'il porte un lourd fardeau en tant que faux roi, et que ce n'est qu'en sa présence qu'il se sent véritablement libre, et lui-même. Il ajoute même qu'il peut devenir un bien meilleur roi avec elle à ses côtés, et c'est pourquoi il désire ardemment qu'elle reste auprès de lui. Sari se plonge dans l'étude du royaume monstre du Smargau, estimant qu'elle doit absolument tout en apprendre,
mais elle peine énormément à tout assimiler. Anubis accepte à contre-cœur de lui enseigner, car le roi l'a ordonné, mais il est persuadé de perdre son temps et retourne donc à ses autres fonctions. Sari sort avec Lanard, vêtue d'un costume de bête pour ne pas attirer l'attention. Elle aperçoit son étrange déguisement, ce qui la fait rire aux éclats, car il a l'air bien trop suspect. Ils arpentent une rue animée où elle découvre la vie quotidienne des bêtes ordinaires, réalisant qu'elles ne sont finalement pas si différentes des humains. Elle aperçoit une boulangerie et se réjouit de voir du pain, s'exclamant qu'il n'y en a jamais au palais. La famille du boulanger l'entend et devient méfiante, mais le boulanger leur assure que le roi ne se déguiserait jamais en un personnage aussi louche et mal fagoté. On apprend que sous le règne du précédent roi, les royaux et les aristocrates s'accaparaient toutes les denrées rares. Mais le roi actuel, lui, ne se soucie guère des mets délicats ou des décorations extravagantes, ce qui est une aubaine pour leur boulangerie. Ils finissent par acheter du pain et Sari en donne à Lanard, qui trouve cela, ma foi, sans grand intérêt. Alors qu'ils dégustent leur pain, elle entend un jeune monstre, Bolas, pleurer à chaudes larmes car il a été séparé de sa mère. Ils aident Mingon Bolas à retrouver sa mère, mais alors qu'ils cheminent, Sari est soudainement prise de vertige. Alors Lanard lui retire Bolas des bras, tandis qu'elle se demande ce qui lui arrive. Bolas se met à pleurer, et Sari le rassure, lui promettant qu'ils retrouveront sa maman. Sa mère le retrouve enfin, remerciant chaleureusement Sari pour son aide précieuse, mais alors que Bolas glisse de la tête du roi, Sari le rattrape, révélant ainsi son visage humain à la vue de tous. La mère de Bolas devient soudainement hostile, lui interdisant de toucher son enfant, tandis que les autres monstres profèrent des insultes, simplement parce qu'elle est humaine. Ils se mettent à lui jeter des pierres, alors le roi déchaîne son aura puissante, obscurcissant leur vision, et disparaît avec Sari dans un éclair. De retour au palais, Anubis l'informe d'un rapport signalant la présence d'un humain dans la ville, mais il l'ignore superbement, ainsi que toutes les autres requêtes qui lui sont présentées. Sari s'excuse sincèrement pour tous les problèmes qu'elle a causés, sachant qu'elle a terrifié tous les habitants de la ville. Elle remarque que cette réaction est similaire à celle des humains face aux bêtes, et elle suppose que cela vient de leur longue histoire de guerre mutuelle. Mais elle est intimement convaincue qu'aucune des deux races n'apprécie réellement les conflits. Le roi s'excuse auprès d'elle car il l'a exposée à un danger certain, admettant avoir baissé sa garde. Mais il avoue avoir sincèrement apprécié cette journée passée en sa compagnie. Sari lui dit de ne pas s'excuser et le serre dans ses bras, lui confiant qu'elle aussi s'est beaucoup amusée, mais elle s'évanouit soudainement. Anubis s'entretient avec un prêtre qui lui révèle que la santé de Sari décline dangereusement à cause du miasme et que cela pourrait, à terme, entraîner sa mort. Sari dit au roi de ne pas s'inquiéter pour elle, mais le roi sait pertinemment qu'elle ne peut absolument pas rester dans le royaume. Plus tard, elle se réveille dans un lit douillet, apercevant le ciel bleu, et réalise avec surprise qu'elle vit à nouveau parmi les humains. Un médecin s'approche d'elle, l'informant qu'elle se trouve actuellement dans sa clinique. Elle apprend qu'elle a été admise pour un empoisonnement au miasme, et il suppose qu'elle doit venir de la frontière, là où le vent peut charrier le miasme jusqu'à leur terre. On lui administre un remède à base du fruit d'ambroisie, destiné à purifier le miasme présent dans son corps. L'assistant lui explique que quelqu'un l'a déposée inconsciente devant la clinique il y a 3 jours, avec une somme d'argent plus que suffisante pour ses soins, et une note. Sari l'examine, reconnaissant le sceau royal, mais elle ne peut déchiffrer ce qui y est écrit, car c'est rédigé en écriture des bêtes. Cependant, cela lui suffit amplement pour réaliser que le roi lui avait bel et bien sauvé la vie. Après cela, Sari se met à aider à la clinique, tandis que l'assistant la met en garde de ne pas trop se forcer, car elle n'est pas encore complètement rétablie. Elle commence à vivre paisiblement dans la petite ville, et l'assistant, ravi de son travail, lui dit qu'elle peut rester vivre avec eux. Sari songe à retourner auprès du roi, mais elle sait qu'elle ne peut pas y vivre, car elle ne ferait que l'inquiéter davantage. Les villageois commencent à parler d'elle, et ils découvrent qu'elle vient du village qui a envoyé un sacrifice. Ils se mettent soudainement à l'éviter, chuchotant dans son dos. Elle le remarque et se souvient de l'hostilité des monstres en ville, alors elle se met à courir, paniquée, vers la clinique. Mais en arrivant à la clinique, elle découvre qu'elle a été attaquée, et le médecin lui intime de partir sur le champ, car les habitants la prennent pour un sacrifice échappé des bêtes, craignant que le roi des bêtes ne détruise la ville entière en la cherchant. Elle commence à errer seule, sans savoir où aller, et se met à pleurer amèrement, et elle est sur le point de tomber du haut de la falaise, mais le roi arrive sous sa forme humaine, la rattrapant de justesse. Elle lui demande ce qu'il fait là sous forme humaine, et le roi révèle qu'il se transforme en humain chaque fois qu'il est dans le royaume des hommes, car le miasme y est absent. Sari pensait que le roi l'avait abandonné, mais il lui révèle que la lettre stipulait clairement qu'il reviendrait la chercher. Il lui offre une bague ornée d'un fruit d'ambroisie cristallisé, lui expliquant qu'elle purifiera le miasme à mesure qu'il pénétrera son corps, afin qu'elle puisse désormais rester à ses côtés. Sari retourne au palais, où Sai et Klops sont fous de joie de la revoir. Elle désire en apprendre davantage sur le royaume, voir son peuple de ses propres yeux, afin de pouvoir rester durablement à ses côtés.
Léonard pense que la bague l'aidera à développer une immunité au miasme et lui dit qu'elle pourra la retirer une fois qu'elle sera immunisée. Mais Sari ne veut absolument pas la retirer, évoquant ce que signifie offrir une bague à un humain. Le roi n'en a pas la moindre idée, et Sari lui explique que c'est une promesse de rester unis pour l'éternité. En se promenant dans les couloirs du palais, Sari rencontre une princesse, Viviane, venue demander la main du roi en mariage. On apprend que tout cela a été orchestré par Anubis, car l'apparition de Sari au banquet avait suscité de vives protestations. Ils cherchent donc une nouvelle reine pour améliorer leurs relations avec les autres royaumes. D'autres princesses arrivent en nombre, toutes présentes pour la même raison. Viviane explique qu'elles ne pourront plus faire face à leurs compatriotes si le roi ne les accepte pas, au moins comme concubines, avant de s'éloigner dignement. Ce soir-là, Sari suggère d'accorder une audience aux princesses, mais le roi qualifie cela de pure perte de temps, car il n'a aucun intérêt à avoir des concubines, affirmant qu'Anubis a arrangé cela de son propre chef. Le roi explique que des concubines pourraient menacer sa position de reine, mais Sari ne veut absolument pas le freiner dans ses décisions. Le roi s'agace, déclarant qu'ils ont fini de discuter de la question, et lui ordonne d'aller se coucher sans plus tarder. Sari se réfugie dans la chambre de ses gardiens, se demandant pourquoi le roi était si agité, car il ne perd jamais son sang-froid d'habitude et songe à retourner auprès de lui. Pendant ce temps, Viviane pénètre dans les quartiers royaux, tentant de le séduire pour qu'il l'accepte comme concubine, tout en lui expliquant que le roi ne peut pas faire l'amour avec une humaine. Sari entend tout cela et entre dans les quartiers du roi, mais elle les trouve dans une position des plus embarrassantes, alors elle s'excuse platement et s'enfuit à toutes jambes. Le roi s'emporte, ordonnant à Viviane de partir, et Sari retourne dans la chambre de ses gardiens, passant la nuit en leur compagnie. Le lendemain, ils rejoignent les princesses à la table du dîner, mais Viviane est introuvable, comme évaporée. La princesse reptile, nommée Amit, laisse tomber accidentellement son assiette, alors Sari la nettoie avec gentillesse et l'accompagne à l'extérieur. Dehors, Amet révèle qu'elle a une peur bleue du roi, mais qu'elle est là car les reptiliens subissent de dures persécutions. Il lui est interdit de rentrer chez elle si elle ne parvient pas à gagner le cœur du roi, elle est donc, en substance, exilée. À cet instant, ils reçoivent la nouvelle du retour de la garde royale, et le capitaine Jorman entre au palais, souhaitant rencontrer le roi sans délai. Il aperçoit Sari, la reconnaissant comme la reine, et s'agenouille devant elle, révélant qu'il a juré une loyauté indéfectible au roi. On apprend que Jorman était autrefois un simple roturier, mais il a gravi les échelons avec brio, réussissant à gagner la confiance absolue du roi. Amet est éperdument amoureuse de lui, révélant comment Jorman avait jadis utilisé son écharpe de garde royale pour panser sa blessure. Elle la garde toujours précieusement, souhaitant la lui rendre en personne, elle explique qu'il fait battre son cœur à tout rompre, et Sari réalise que le roi lui fait ressentir exactement la même chose. Ce soir-là, Sari s'apprête à assister à un banquet, mais elle aperçoit Amet, morose, dans un coin, car sa robe est complètement ruinée. Les autres princesses se moquent d'elle sans vergogne, faisant penser à Sari qu'elles sont les instigatrices de ce méfait. Amet désire passer du temps avec Jorman au banquet, mais elle le croit hors de sa portée, alors Sari retire sa propre robe et la lui prête généreusement. Sari assiste à l'événement dans sa tenue habituelle, et Amet arrive, vêtu de la robe de Sari, rendant l'écharpe de Jorman, ce qui le fait se souvenir d'elle. Alors que Sari boit de sa coupe, elle aperçoit Viviane la dévisager, et la boisson la fait soudainement perdre connaissance. Elle se réveille plus tard, mais Viviane s'approche d'elle, la saisissant brutalement par le cou, et lui intime de lui céder la place de reine. Cependant, Sari lui rétorque qu'elle n'aurait aucune chance, même si elle n'était pas là pour la gêner. Cela rend Viviane folle de rage, menaçant de tuer Sari de ses griffes acérées, mais Amet la saisit, criant à Sari de s'enfuir. Amet est violemment projetée à terre, alors que Viviane se jette sur elle, mais le roi les sauve, lui ordonnant de ne plus jamais se montrer, tandis que les gardes l'emmènent de force. Le roi s'excuse d'avoir été un peu trop dur la nuit précédente, tandis qu'Anubis rumine sur le renvoi de toutes les princesses, incapables de toucher le cœur du souverain. Mais Amet, elle, est restée, ayant obtenu la permission de demeurer en tant qu'amie de Sari. Le roi confie à Sari qu'elle est la seule femme qu'il désire, et cela lui fait réaliser qu'elle est réellement amoureuse de lui. Jorman escorte Sari à une réunion, expliquant qu'Anubis fera tout pour protéger le trône du roi, même si cela signifie défier sa volonté. Lors de la réunion, Anubis l'accueille en tant que future reine officielle, affirmant avoir pris en compte les sentiments du roi, mais il impose certaines conditions. Sari doit devenir la reine consort la plus accomplie de l'histoire pour que le peuple l'accepte. La première condition est de commander une bête sacrée, car c'est un symbole d'autorité royale. Cela met le roi en colère, car Sari n'a aucun pouvoir magique. Sa vie serait consumée à la place, et elle pourrait même invoquer un démon, ce qui mènerait à un destin pire que la mort. Il met fin à la réunion, déclarant qu'il n'a pas à considérer une telle proposition. Alors qu'ils retournent à leurs appartements, Sari craint que le chaos ne règne dans le royaume à cause d'elle, mais le roi lui assure qu'il la protégera. Sari observe Jorman entraîner les autres soldats, pensant que chacun fait sa part,
et se demande ce qu'elle peut faire pour le roi. Le lendemain, le roi voit Sari apposer son sang sur le contrat et lui demande ce qu'elle fait. Sari affirme que c'est la bonne chose à faire, disant qu'elle doit gagner l'acceptation de tous pour le protéger. Elle trace un sceau sur le sol, essayant d'invoquer une bête sacrée, mais elle a soudain un mauvais pressentiment, sa force s'épuisant. Cela la fait tomber à genoux, le sceau la projetant au loin, car elle s'est arrêtée avant de finir l'incantation. Elle essaie à nouveau, mais le sort échoue, la faisant s'effondrer. Le lendemain, elle essaie encore, traçant le cercle magique, tandis que Klops commente qu'elle sera en danger si elle continue d'échouer, car un humain ne devrait pas tenter d'invoquer plus de 2 fois par jour. Elle échoue encore, et le roi la rattrape en plein vol, prête à l'emmener. Mais Anubis l'arrête, expliquant que le serment lui interdit de chercher de l'aide. Le roi déclare qu'il ne l'aide pas, mais lui accorde juste un bref repos, la ramenant à ses appartements. Sari prétend qu'elle va bien, mais le roi sait qu'elle mourra si elle continue. Sari ne valorise pas sa vie, mais le roi la traite de folle, expliquant qu'il ne veut pas la perdre. Le lendemain, Sari essaie à nouveau d'invoquer une bête sacrée, et une flamme jaillit du cercle avant qu'elle ne puisse finir son incantation. Anubis pense qu'elle a invoqué un démon, mais Sari continue de chanter tandis que la flamme l'entoure. Le sort est un succès, et une minuscule bête apparaît dans le cercle. Sari s'effondre, tandis que le roi la félicite pour sa performance. Pendant que Sari se repose sur le lit, on lui offre de la nourriture, mais sa bête sacrée dévore tout, ne lui laissant rien à manger. Quel glouton! La bête sacrée explique qu'il est le seul à posséder les pouvoirs d'immortalité et de renaissance, se présentant comme Bennu. Il prétend avoir été autrefois la plus belle bête sacrée qui ait jamais existé, se qualifiant de phénix. Anubis arrive dans la pièce, disant que Bennu ne peut absolument pas être un phénix, et Bennu essaie de le provoquer en duel. Ils ne comprennent pas ce qu'il dit, et nous apprenons que seul l'invocateur peut comprendre la bête sacrée. Anubis ne pense pas que le peuple acceptera Bennu comme bête sacrée de la reine, disant qu'il doit avoir une forme plus royale. Plus tard, Sari enfile un costume d'oiseau et tente d'apprendre à Bennu à voler, mais ils ne font aucun progrès. Alors Bennu décide d'abandonner. Bennu révèle qu'il a déjà utilisé tous ses pouvoirs, et nous apprenons qu'il a été autrefois épuisé par les soldats pendant une guerre. Il dit qu'il ne pourra plus jamais voler, mais Sari lui dit de ne pas se dévaloriser, disant qu'il lui a donné tant de confiance malgré sa forme actuelle. Le lendemain, Sari voit Bennu essayer de voler, alors qu'un assassin le cible. Bennu saute du haut du mur du château, et il semble sur le point de s'envoler, mais une flèche le frôle, le faisant chuter. Sari plonge à sa suite, et il la traite d'idiote d'essayer de sauver un oiseau immortel, mais il est touché par ses actions, et il éveille ses pouvoirs, se transformant en un véritable phénix. Ben-Yu révèle qu'il reviendra toujours si elle croit en lui, alors qu'il vole autour de la ville, faisant en sorte que tous le reconnaissent comme une bête sacrée. À la porte du palais, un garde est attaqué par un homme mystérieux qui dit avoir des affaires avec le roi des monstres. Il finit par être capturé, et le roi va le voir alors qu'il est enchaîné dans le donjon. L'homme lui demande s'il a tué Sari, mais Sari apparaît justement à ce moment-là, le reconnaissant comme Ilia. Ilia est heureux d'apprendre qu'elle est toujours en vie, et Sari implore le roi de pardonner Ilia, disant qu'elle acceptera sa punition à la place. Alors le roi prétend qu'Ilia est son invité, et qu'il n'a attaqué que parce qu'il n'a pas trouvé la sonnette. Le roi veut en savoir plus sur la relation de Sari avec lui, et dans un flashback, nous rencontrons un jeune Ilia. Alors qu'il se promène en ville, Sari va vers lui, lui donnant des herbes médicinales, car il est toujours blessé, mais Ilia dit que c'est normal de se blesser, puisqu'il s'entraîne pour devenir un guerrier. Et Ilia promet qu'il la protégera, même des bêtes. De retour au présent, Ilia est libéré de ses chaînes, Anubis lui disant de ne jamais revenir dans leur royaume. Sari arrive et Ilia lui prend immédiatement la main, lui disant qu'il la ramène chez elle. Mais Sai et Klops lui disent qu'elle vit avec eux maintenant. Ilia les repousse d'un coup de pied, voulant partir avec Sari, mais elle choisit de rester avec le roi. Le roi révèle que Sari va devenir sa reine, ordonnant aux gardes d'emmener Ilia. Ilia s'accroche à lui, mais s'effondre, et Sari s'inquiète pour lui. Anubis dit que c'est à cause de la fatigue. Alors le roi lui permet de rester pour la nuit. Il donne de la nourriture à Ilia, mais il ne mange rien, malgré sa faim. Il demande à Sari si elle va vraiment devenir la reine, ce qu'elle confirme. Mais Ilia lui dit de ne pas s'inquiéter, car il compte s'échapper avec elle. Amit les rejoint dans la pièce, offrant des desserts à Ilia, mais il les repousse d'une claque, lui disant de partir. Ilia se demande ce qui ne va pas avec Sari, car elle est trop amicale avec les bêtes, il pense que le roi va juste jouer avec elle,
Mais Sari lui dit que le roi n'est pas comme ça, disant qu'il est même prêt à faire des sacrifices pour les humains. Elle dit à Ilia qu'elle ne peut pas partir avec lui, le faisant se taire, alors qu'elle part chercher plus de nourriture. Après qu'elle ait allé quitter la pièce, elle est approchée par Ahmet, qui pense qu'elle a été trop directe avec Ilia. Sari prétend qu'Ilia est aussi gentil, lui racontant comment Ilia voulait la protéger quand ils étaient enfants. Sari lui dit qu'il a juste un point sensible concernant les bêtes, mais il n'est pas violent sans raison. Le roi voit Sari donner de la nourriture à Ilia, et Anubis commente qu'elle doit trouver du réconfort à passer du temps avec un autre humain. Elle retourne dans la chambre d'Ilia, lui donnant son dîner, mais Ilia ne parle pas, alors elle lui dit qu'ils ne pourront peut-être plus jamais se revoir après son départ. Mais Ilia l'assomme et tente de s'échapper avec elle. Le roi la prend et Ilia chevauche maintenant un cheval vers le royaume humain. Le roi choisit de poursuivre Ilia lui-même, mais Anubis suggère que Sari a peut-être choisi de partir avec lui, puisqu'ils sont tous deux humains. Le roi commence à penser que Sari pourrait être plus heureuse dans le royaume humain, mais Amine implore le roi de secourir Sari, sachant à quel point elle aime le roi. Jorman arrive, offrant de s'occuper d'Ilia, mais le roi invoque sa bête sacrée, disant à Jorman de prendre les rênes en son absence. Alors que Gwyber tente de pister Ilia, Bennu apparaît, offrant de les aider, car il partage son âme avec Sari, il connaît donc sa position. Il les guide vers son maître, alors qu'Ilia atteint le territoire des hommes hyènes, où son chemin est bloqué par des monstres. Ils disent à Ilia qu'ils le laisseront partir, s'il leur laisse Sari pour qu'il puisse la manger. Mais cela le met en colère. Alors il les attaque, les tuant un par un. Une des hyènes s'enfuit, mais Ilia le rattrape. Le fils du monstre apparaît, le suppliant de ne pas tuer son père. Mais Ilia lève son épée, prête à les abattre. Cependant, Sari s'accroche à lui, permettant au monstre de s'échapper. Sari lui demande pourquoi il tuerait un enfant, mais Ilia ne voit tous les monstres que comme une menace pour les humains. Sari lui rappelle comment il s'est entraîné uniquement pour protéger les humains des monstres, mais Ilia lui dit que ce n'est pas suffisant, pensant que Sari est sous l'emprise d'un sort, alors il envisage de tuer des monstres juste pour la réveiller. Il la jette sur un lit, alors qu'il lui confesse son amour, mais Sari le rejette, lui disant qu'il est terrifiant. Elle essaie de dire à Ilia que tous les monstres ne sont pas mauvais, et que le roi a un cœur bon, mais il ne la croit pas, expliquant comment les monstres voient les humains comme des proies. Comme dans un flashback, nous voyons Ilia avec sa sœur Misha, qui a peur que les monstres ne viennent la chercher, alors Ilia promet de la protéger des monstres, mais un jour, leur mère rentre chez eux, les faisant se cacher dans le placard alors qu'elle est massacrée par les monstres. Les monstres les trouvent, ouvrant l'armoire, et ils pensent à en manger un pour le dessert. Ils emmènent Misha, la dévorant sous ses yeux, mais il n'aime pas le goût des garçons, alors il décide de jouer avec lui, le laissant s'enfuir avant de l'attraper, mais il a fini par être sauvé par son maître. Il a vu une nouvelle lueur d'espoir en rencontrant Sari, mais elle lui a aussi été arrachée par les monstres. De retour au présent, Ilia pense à tuer tous les monstres, attachant les mains de Sari à des colonnes de bois alors qu'il lui dit de le regarder. À ce moment-là, le roi arrive, lui disant de rendre Sari, mais Ilia prétend que Sari lui appartient. Ilia charge le roi et ils commencent à se battre, tandis que Benju va vers Sari, lui disant qu'Ilia n'est pas de taille. Ilia le sait lui-même, mais il refuse de reculer, pensant que les monstres tueront plus d'humains s'il le fait. Il disparaît devant les yeux du roi, épinglant sa cape, alors qu'il saute pour l'abattre, mais le roi déchaîne son aura, le projetant au loin. Ilia refuse toujours d'abandonner, disant au roi de le tuer, car il veut que Sari voie à quel point les monstres sont violents. Il charge le roi, mais le roi le laisse le poignarder, disant que Sari serait triste s'il blessait Ilia. Binia aide Sari à se libérer, et elle vérifie immédiatement l'état du roi, alors qu'elle commence à pleurer, tandis qu'Ilia tombe à genoux, réalisant à quel point il vient de la contrarier. Le roi prétend que la blessure n'est rien pour lui, et Ilia commence à remettre en question tout ce qu'il a fait, mais Sari le serre dans ses bras, lui disant qu'il a tant fait pour elle, alors il devrait se pardonner. Binia guérit la blessure du roi, et il se transforme en phénix pour transporter Ilia, mais il refuse l'aide des monstres, choisissant de rentrer seul. Ilia dit au roi qu'il doit renoncer à Sari s'il la fait pleurer, et le roi lui donne sa parole. Ilia finit par chevaucher avec Sari pour retourner au royaume humain, et Sari le taquine pour sa peur du vide. Ilia s'excuse d'avoir agi si égoïstement, et bien qu'il ne puisse jamais pardonner aux monstres, il décide de faire confiance à sa foi dans le roi. Il l'embrasse sur le front, lui disant qu'il l'aime alors qu'ils se séparent. Sari retourne avec le roi, qui lui dit qu'il a hésité à la ramener, car il pensait qu'elle pourrait être plus heureuse avec Ilia, mais Sari dit qu'elle veut juste être avec lui, quoi qu'il arrive.
De retour au palais, Sari reçoit la nouvelle que le duc Gallus veut la rencontrer. Elle est enthousiaste à l'idée de rencontrer le duc, mais Anubis la prévient de ne pas prendre cette affaire à la légère, disant qu'elle doit faire office d'hôtesse pour le duc et proposant cela comme l'une de ses épreuves sur son chemin vers la royauté. Ahmet est surprise d'apprendre cela et elle reconnaît Gallius comme un général légendaire connu sous le nom de dieu de la mer. Elle prévient Sari que Gallius déteste les humains, alors elle conseille à Sari d'être prudente. Sari interroge le roi sur Gallius et il révèle que Gallius est connu pour son comportement impitoyable. Mais le roi lui assure qu'il ne laissera pas Gallius lui faire du mal. Gallius arrive au château, Anubis lui fait un accueil approprié, mais Gallius lui dit de sauter les formalités, voulant voir la reine. Sari les rejoint, se présentant comme l'hôtesse, mais Gallius s'énerve, ne voulant pas accepter une humaine comme reine. Son serviteur essaie de le calmer, mais Gallius le menace avec son épée. À ce moment-là, le roi les rejoint, disant qu'il ne permettra pas de troubles dans le palais, et Gallius s'incline devant lui, mais il dit au roi qu'il n'acceptera pas une humaine comme leur reine. Le roi s'énerve, mais Sari dit à Gallius qu'elle comprend pourquoi il ressent cela, car ils n'ont jamais eu de reine humaine auparavant. Elle les emmène dans la cour, leur racontant son histoire, mais Gallius fait un bruit fort, la faisant oublier son texte. Gallius réalise qu'elle a juste mémorisé ses lignes, alors il la dénigre, lui disant qu'elle le dégoûte alors qu'il s'éloigne. Pendant le dîner, Sari porte un toast, mais elle ne boit pas le vin que Gallius a apporté avec lui. Gallius s'enquiert de cela, et Anubis explique que le vin des bêtes ne lui convient pas. Gallius lui dit qu'elle n'est pas digne d'être reine, disant que les humains ne sont pas fiables, alors son serviteur essaie de l'arrêter, mais Gallius le frappe, disant qu'il ne peut pas manger en regardant son visage laid. Gallius déclare que Sari lui fait aussi perdre l'appétit, lui ordonnant de partir, alors Sari s'excuse, retournant aux appartements du roi. De retour dans la pièce, le roi lui donne sa nourriture, révélant qu'il n'a rien pu manger car il ne supportait pas le comportement de Gallius. Sari dit au roi de ne pas s'inquiéter pour elle, car elle est habituée à être traitée ainsi, disant qu'elle ne peut pas le laisser de mauvaise humeur, alors elle doit changer les choses au bal. Sari lui dit qu'elle a fini de manger, alors elle veut qu'il mange ses restes, mais le roi la lèche à la place, lui demandant de leur montrer qu'il a eu raison de la choisir. Ce soir-là, Sari demande à Gallius de danser avec elle, mais il refuse, et Anubis l'informe qu'ils annuleront le bal s'il ne danse pas avec Sari. Gallius ordonne à son affreux serviteur de danser avec elle à la place, et ils dansent ensemble, alors que le serviteur demande à Sari de lui pardonner, pensant que son apparence laide la dégoûte. Mais Sari lui dit que ce n'est pas le cas, disant qu'il semble souffrir énormément. Le serviteur révèle qu'il a reçu ses blessures pendant la dernière guerre, où il a été brûlé par des humains. Il lui dit que la guerre a divisé les humains et les bêtes, alors elle aura du mal, en tant que reine des bêtes, se demandant pourquoi elle veut même être leur reine. Sari déclare qu'elle veut juste être avec le roi, voulant l'aider de toutes les manières possibles. Ils semblent apprécier leur temps ensemble, mais Gallius frappe soudain son serviteur, disant que ce n'est pas amusant de le voir se lier d'amitié avec une humaine, et il sort son épée. Cependant, Sari s'interpose, Gallius lui dit de bouger, lui rappelant qu'elle ne sera jamais la reine légitime si elle échoue à l'épreuve. Il lui donne un choix, disant qu'elle peut soit faire le bon choix pour son avenir en s'éloignant, soit être détruite avec son affreux serviteur. Sari choisit de renoncer à son avenir de reine, et Gallius est surpris par sa décision. Le serviteur lui rappelle son objectif de rester aux côtés du roi, mais Sari déclare qu'elle ne peut pas être reine si elle ignore les gens qui souffrent. Sari commence à remettre en question l'identité de Gallius, disant qu'il intimide les gens qui ne peuvent pas se défendre, alors elle se demande s'il est vraiment le légendaire dieu de la mer. Gallius brandit son épée, mais l'affreux serviteur l'arrête, lui disant qu'il en a assez fait. Il s'incline soudainement, et nous apprenons que l'affreux serviteur est en fait le vrai Gallius, et le requin est son petit-fils nommé Jaws. Gallius explique que le roi a amélioré la qualité de leur vie, mais ils sont venus au palais parce qu'ils ont appris qu'il voulait prendre une humaine comme reine. Il voulait tester Sari en jouant la comédie, affirmant que toute la supercherie était son idée. Alors il supplie le roi d'épargner ses hommes de toute punition. Cependant, Jaws implore le roi de le punir, lui plutôt que Gallius, car leur race ne peut survivre sans lui. Sari demande au roi s'ils doivent encore être punis, disant que rien de mal ne lui est arrivé. Mais le roi déclare qu'il mérite d'être puni. Il ordonne à Gallius et à ses hommes de lui jurer allégeance perpétuelle, leur disant de défendre le royaume pour lui. Gallius remercie le roi pour sa miséricorde, jurant allégeance au roi et à sa reine, et ils retournent chez eux. Le lendemain, Anubis dit au roi que Sari est maintenant disqualifiée de la royauté, car elle a renoncé
à son avenir de reine. Le roi déclare qu'elle a bien rempli ses fonctions, mais Anubis refuse toujours de considérer l'épreuve comme un succès. Le roi retourne à ses appartements, et Sari remarque que quelque chose le tracasse, mais il ne lui en parle pas, pensant que cela la ferait regretter ses actions. Anubis réprimande 2 gardes pour être bruyant, et alors qu'il s'éloigne, il entend les gardes parler du fait que les humains ne sont pas mauvais, mais Anubis ne partage pas leurs sentiments, pensant que Sari a trompé le roi pour sauver sa propre peau, alors il veut se débarrasser d'elle. Alors qu'il marche, il tombe sur Sari, et il la conduit à une bibliothèque voisine. Alors qu'elle commence à chercher un livre, Anubis réalise qu'ils sont seuls dans cette zone, alors il pense à la tuer. Il est sur le point de le faire, mais Sari sort un livre, faisant tomber les autres livres sur Anubis. Sari prend de ses nouvelles, lui disant qu'elle cherchera le livre elle-même, mais Anubis propose de l'aider. Sari semble ignorer ses intentions, alors il se demande si elle est stupide, alors qu'il pense à poursuivre son plan, mais il s'évanouit soudainement. Dans un flashback, nous voyons un jeune Anubis refusant d'aller aux funérailles de son père. Son serviteur lui dit qu'il est sur le point de devenir le successeur, mais Anubis ne veut pas de cela, car cela ferait de lui le toutou de la famille royale. Sa famille a servi la famille royale pendant des générations, et son père est mort en essayant de protéger le roi des assassins, mais aucun des royaux n'a pleuré sa mort, le voyant comme un simple pion. Un jour, il rencontre le roi, qui pense qu'il est trop jeune pour assumer les devoirs de son père, alors il ordonne à Anubis de s'occuper du prince. Il se présente formellement au prince, et il commence à le servir. Mais Anubis voit le prince comme un imbécile, alors il pense qu'il pourrait prendre le contrôle après que le prince ait succédé au trône. Anubis tombe malade, et il entend les serviteurs parler de sa faiblesse. Se demandant s'il pourra succéder à son père, cela met Anubis en colère, car il ne veut pas être comme son père, car il se souvient que son père ne lui a jamais rendu visite quand il était malade. À ce moment-là, il ressent une présence, et il réalise que le prince est dans sa chambre, prenant de ses nouvelles. Le prince révèle que personne ne l'a vu entrer, alors qu'il lui donne un panier d'aliments sains, lui disant de bien manger et de se rétablir. Anubis se demande pourquoi il fait cela, et le prince révèle qu'il s'inquiète pour lui. Anubis est surpris d'entendre cela, car il ne s'attendait pas à ce que le prince se soucie de son serviteur. Le prince lui rappelle que son père a sauvé le roi, et il lui est vraiment reconnaissant pour cela, disant qu'il aime son père. Anubis lui dit de quitter la pièce, mais soudain, 2 bêtes entrent dans la pièce, et ils sont tous 2 emmenés. Anubis se réveille à l'intérieur d'une grotte, où les ravisseurs le remercient de les avoir aidés à attraper le prince. Ils parlent pour de prendre la tête du roi, et Anubis réalise qu'ils sont les assassins qui ont tué son père. Anubis mord l'un d'eux, exigeant qu'il rende son père. L'assassin le repousse, lui disant que les membres de sa famille périssent comme de simples ombres royales. Il pense que non, que le destin l'a mené à eux, car leur plan est de le tuer et de prendre le prince en otage. L'un d'eux s'apprête à l'achever, mais le prince le protège, ce qui surprend Anubis. Le prince fait face aux assassins, et Anubis lui crie d'arrêter, mais le prince affirme que c'est le devoir d'un roi de protéger tout le monde. Il estime que s'il ne peut même pas protéger un ami, il ne ferait pas un bon roi. Le prince déchaîne son aura, faisant s'effondrer des rochers sur les assassins, mais il s'écroule soudainement, alors Anubis se précipite à son chevet. Le prince est soulagé qu'Anubis aille bien, ce qui fait pleurer ce dernier. Il commence à traîner le prince loin de là, jusqu'à ce qu'une équipe de recherche les secourt. De retour chez lui, son serviteur lui révèle que le prince a plaidé auprès du roi, lui demandant de ne pas tenir Anubis pour responsable, car il ne voulait pas ternir la réputation de sa famille. Anubis comprend qu'il a enfin trouvé le roi qu'il souhaite servir, il rend visite au prince, s'excuse de ne pas avoir pu le protéger, et se dévoue entièrement à faire de lui le meilleur des rois. De retour au présent, Anubis se réveille, Sari lui dit qu'il s'est effondré dans la bibliothèque. Elle s'apprête à le toucher, mais il repousse sa main d'un revers, car il refuse de l'accepter comme reine, affirmant qu'il ne lui fait pas confiance. Cependant, Sari semble s'en moquer, lui disant que le roi s'inquiète pour lui. Elle lui conseille de réfléchir à sa prochaine épreuve, puis quitte la pièce. Lors de leur réunion suivante, Anubis déclare que Sari a réussi son épreuve, surprenant tout le monde dans la salle. Il a décidé de donner une chance à Sari, voulant voir si elle mérite le cœur du roi. Sari observe les statues du premier roi et de sa reine consort, et Klops révèle que ce premier roi fut le héros qui a uni toutes les bêtes. Sari se demande pourquoi elle n'a jamais pu entrer dans cette zone auparavant. Klops lui explique que c'est un lieu sacré, ouvert uniquement lors de certaines occasions, comme la Grande Consécration. La Grande Consécration est un événement où le peuple se rassemble pour une grande célébration que le roi dirigera, vêtu des habits du premier roi.
Sari se dirige vers le souverain et le voit en train d'essayer les vêtements. Il ordonne à tout le monde, sauf Sari, de quitter la pièce. Il révèle qu'une tempête va chasser le miasme du royaume et qu'ils auront donc une autre nuit de révélation. Ce soir-là, Sari veille sur le roi sous sa forme humaine. Il lui confie qu'il est toujours nerveux avant d'affronter le peuple, craignant qu'il ne découvre son secret, mais il se sent bien mieux quand Sari est à ses côtés. Le lendemain, les bêtes se rassemblent pour la grande consécration, mais le roi est toujours sous sa forme humaine car le miasme n'a pas encore imprégné l'air. Le roi sait qu'il retrouvera sa forme bestiale, mais cela prendra du temps, et la grande consécration est sur le point de commencer. Sur le lieu de l'événement, Anubis apprend que le roi est introuvable. Il se souvient qu'aucun souverain n'a jamais été en retard pour cette cérémonie, alors il ordonne aux serviteurs de le chercher. Les serviteurs affirment avoir fouillé partout, mais le juge nommé Seth suggère de chercher dans la chambre souterraine, pensant que le roi doit méditer avant l'événement. Ils entrent, mais réalisent qu'elle est vide, et nous apprenons que le roi a utilisé un passage secret pour s'échapper. Ils se faufilent devant les gardes, mais sont sur le point d'être repérés. Alors Sari les distrait. Jorman lui demande où se trouve le roi, et elle lui répond qu'elle le cherche aussi, mais ne l'a pas trouvé là. Les gardes s'éloignent. Sari et le roi retournent à la chambre souterraine, où le roi commence à se transformer en bête. Mais il pense qu'il n'arrivera pas à temps pour la grande consécration, et commence à douter d'être un bon roi. Sari lui assure qu'il est un grand roi. À cet instant, le roi sent une présence, alors Sari quitte la pièce pour lui faire gagner du temps. Elle voit Seth à l'entrée, qui lui dit qu'il sent de la magie dans cette pièce. Sari lui dit que le roi se concentre, mais Seth la traite de menteuse, affirmant s'inquiéter pour la sécurité du roi et lui demandant d'ouvrir la porte. Sari refuse de coopérer, alors Seth ordonne à un garde de la maîtriser pendant qu'ils ouvrent la porte. Ils voient le roi sous sa forme bestiale, et Seth se demande ce qu'il a bien pu faire pendant tout ce temps. La cloche sonne, la grande consécration commence, et Seth lui dit qu'il n'a pas le temps de s'habiller, mais le roi répond qu'il ira tel quel. Sur le lieu, les bêtes se demandent pourquoi le roi n'est pas là, car il est toujours ponctuel pour l'événement. Anubis commence à paniquer, ordonnant aux serviteurs d'annuler la cérémonie. Mais à cet instant, il voit le roi arriver sur Gwyber, et il se tient devant tout le monde, portant son habituel manteau. Les bêtes se demandent ce qui se passe. Il annonce au peuple qu'il a rejeté l'armure du premier roi, affirmant respecter la tradition, mais il leur rappelle son devoir de servir le royaume. Le roi explique qu'il ne peut pas remplir son devoir en suivant les traces de ses ancêtres. Ils doivent donc opérer des changements pour avancer, promettant de les mener vers un avenir plus radieux. La foule acclame le roi, et Anubis lui dit qu'il a fait un bon discours, mais il se demande pourquoi le roi ne l'a pas informé de son plan audacieux. Le roi déclare que c'est parce qu'il s'y serait opposé, ajoutant que c'est Anubis qui lui a donné l'idée de son discours. Anubis admet être impressionné, et Sari se demande pourquoi il ne lui a toujours pas donné des preuves. Dans la salle de conférence, Anubis lui dit qu'il n'a plus d'épreuves à lui donner. Elle prendra désormais sa place en tant que reine consort par intérim. Anubis lui demande d'accomplir les devoirs publics de la reine, précisant que si elle y parvient sans incident, jusqu'à la prochaine grande consécration, elle sera pleinement reconnue comme reine consort. Anubis la prévient que sa présence publique sera accueillie par des protestations. Il la renverra dans le royaume humain si elle ne parvient pas à remplir ses fonctions. Il lui offre une option. Elle pourrait refuser le poste de reine consort par intérim, afin qu'il trouve une épouse pour le roi, et elle pourrait rester au palais, comme l'animal de compagnie du roi. Sari prend son temps pour y réfléchir. Binyu lui conseille d'accepter le poste, pensant qu'elle est la seule à pouvoir rendre le roi vraiment grand. Sari se décide, et Binyu se transforme en phénix, la poussant dans les bras du roi. Elle annonce au roi qu'elle accepte le poste de reine consort par intérim. Le roi est ravi de l'entendre, disant qu'il partagera les responsabilités avec elle. Quelque temps plus tard, des émissaires arrivent de tout le royaume, voulant parler au roi de la reine consort par intérim, mais le roi ordonne à ses serviteurs de les renvoyer, car Sari n'a encore rien fait. Ahmet rend visite à Sari, qui essaie ses nouveaux vêtements. Anubis lui a dit que ses habits habituels étaient trop modestes pour une reine. Ahmet lui dit qu'elle est si sereine, alors que le royaume est en plein tumulte. Mais Sari sait que se morfondre ne servira à rien, alors elle fera simplement de son mieux. Alors qu'Ahmet se promène dans le palais, elle surprend des gardes royaux parlant de maîtriser une bande de rebelles. Cela lui fait réaliser que Jorman entreprend des missions périlleuses. Elle comprend que Sari et Jorman sont tous deux confrontés à des tâches difficiles, alors elle crée des amulettes pour les deux, pensant que cela leur offrira une protection. Le lendemain, Ahmet surprend Jorman interdisant à un garde royal de marcher avec eux,
car il sait que le garde a une famille. Le garde demande à Jorman s'il se mariera un jour, mais Jorman lui répond qu'il est trop concentré sur ses devoirs et n'a aucune intention de se marier. Ahmet donne une amulette à Sari, qui remarque qu'Ahmet en tient une autre, et lui demande pour qui elle est. Ahmet lui répond que c'est pour Jorman, avouant, avec un peu de honte, qu'elle aimerait que Jorman la remarque. Mais Sari lui dit qu'il n'y a pas de quoi avoir honte, affirmant qu'elles ne sont pas si différentes. Elle-même se sent gourmande de vouloir rester avec le roi malgré son humanité, et elle conseille à Ahmet d'être gourmande elle aussi. Ahmet se précipite vers Jorman et lui donne l'amulette, lui disant qu'elle l'a imprégné de charme pour le protéger durant sa mission. Jorman l'accepte, promettant de revenir de sa mission sain et sauf afin que sa réputation ne soit pas ternie. Sari est ravie de voir cela. Alors qu'elle se promène dans le palais, le roi lui annonce que sa première mission, en tant que reine par intérim, a été décidée. Ils se rendent en calèche, à l'état vassal de Sarbal. Le roi lui explique que le souverain de Sarbal, Ted, et sa consort Kalra ont un nouveau-né nommé Kalkara. En tant que reine consort par intérim, elle doit donner ses bénédictions à Kalkara. Osmargu n'a pas eu de reine depuis des années, donc cette tâche était accomplie par les prêtresses pendant de nombreuses années. Pendant ce temps, Kalra supplie Tête de refuser le rite de bénédiction, car elle ne veut pas qu'un humain touche son fils, mais Tête lui rappelle qu'ils sont un état vassal, et doivent donc se conformer aux coutumes d'Osmargo. Ils arrivent à Sarbul, et Tête souhaite la bienvenue au roi dans leur état. Sari se présente comme la reine consort par intérim, affirmant qu'elle donnera ses bénédictions à leur fils. Kalra lui lance un regard glacial, disant que leur fils ne se sent pas bien, mais qu'il devrait être prêt à recevoir la bénédiction demain. Pendant le dîner, elle est traitée comme une invitée de marque, mais elle laisse tomber sa fourchette et se sent soudainement prise de vertige. Le roi remarque que quelque chose ne va pas, alors il se lève, disant qu'il est fatigué et qu'il doit se reposer tôt. Il emmène Sari avec lui dans leur chambre. Sari révèle que les actions de Kavra lui rappellent pour ses propres parents, qu'ils l'ont élevée comme un sacrifice et qu'elle en avait le souffle coupé. Le roi la serre dans ses bras, lui disant qu'il ne sait pas quoi dire, alors il a juste imité ses gestes. Cela la réconforte, sachant que le roi est à ses côtés. Le lendemain, Sari s'apprête à donner ses bénédictions à Kalkara, mais il se met soudainement à pleurer. Kalra demande alors de reporter les bénédictions, Sari accepte, et Anubis note que Kalra est très attachée à son fils unique. Il soupçonne qu'elle cherche à éviter le rite de bénédiction à tout prix, se demandant ce que Sari fera pour remplir son devoir. Dehors, Sari propose de calmer Kalkara, mais Kalra lui dit qu'elle s'en occupera, lui demandant de visiter le palais. En attendant, la fille de Kalra, Tétra, se porte volontaire pour faire visiter Sari. Après le départ de Kalra, Tétra traite immédiatement Sari de « moche », disant que c'est sûrement pour ça que sa mère ne veut pas que Sari tienne Kalkara. Tétra prétend pouvoir aider Sari, mais elle doit d'abord devenir sa servante et obéir à tout ce qu'elle dit. Sari entre dans son jeu et Tétra la transforme en jouet, mais Sari semble s'amuser. Tétra ordonne à Sari d'être son cheval, alors elle se met à quatre pattes, lui disant de monter. Tétra demande à Sari ce qui ne va pas chez elle, pensant qu'elle fait ça juste pour gagner les faveurs de Kalra. Mais Sari semble s'en moquer, disant qu'elle s'amusait tellement qu'elle en a oublié. Sari commence à la porter, mais Tétra la traite d'idiote, révélant que Kalra ne se soucie pas d'elle. Kalkara est l'héritier que ses parents ont toujours désiré. Toutes ses sœurs aînées ont été mariées, et elle sait que la même chose lui arrivera à l'avenir, pensant que Kalra veut se débarrasser d'elle. Mais Sari n'est pas d'accord, affirmant que Kalra l'aime, mais ne sait pas comment le montrer. Tétra pense toujours qu'elle est une enfant indésirable, et elle se dirige rapidement vers la plus haute tour du palais, prévoyant de mettre fin à ses jours, pendant que le roi est là. Sari la rattrape, lui disant de ne pas faire ça, sous le regard du roi. Mais Tétra considère sa vie comme insignifiante. Sari déclare qu'elle veut rejouer avec Tétra, mais cette dernière se souvient que sa mère n'a cessé de pleurer qu'après la naissance de Kalkara, pensant que sa propre naissance n'avait rendu personne heureux. Elle remarque que tout le monde la fixe maintenant, et cela la fait se sentir bien, car son dernier acte va avoir un impact. À ce moment-là, Kalkara arrive, et Sari aide Tétra à comprendre qu'elle ne fait ça que pour attirer l'attention de sa mère. Tétra recule d'un pas, et commence à tomber. Sari saute après elle, la retenant tandis que Guibor est invoqué, les sauvant d'une mort certaine. Sari lui dit de ne plus jamais essayer, et l'embrasse sur le front, lui disant qu'elle est heureuse qu'elle soit née. En entendant cela, Tétra se met à pleurer et serre Sari dans ses bras. Kalra réalise qu'elle était trop occupée avec Kalkara et n'avait jamais eu l'occasion de serrer Tétra ainsi. Tête s'excuse auprès du roi pour ce spectacle indécent, mais le roi lui dit de privilégier sa fille plutôt que de le calmer.
Tétra atterrit en toute sécurité et Kalra la serre immédiatement dans ses bras, demandant à Tétra de lui pardonner, tout en remerciant Sari d'avoir sauvé sa fille. Ils procèdent ensuite au rite de bénédiction, où Kalra permet à Sari de bénir son fils. Anubis refuse toujours d'accepter Sari comme reine, mais il reconnaît désormais sa capacité à changer les autres. Ce soir-là, nous voyons Sari passer du temps avec Tétra, qui révèle qu'elle aime Anubis, pensant qu'il ferait un bon couple, car son sang est plus fort, ce qui lui permettrait d'avoir des enfants de sa race. Nous apprenons que les enfants des bêtes ressemblent aux parents ayant la lignée sanguine la plus forte. Tétra dit à Sari qu'elle devra porter les enfants du roi à l'avenir, elle doit donc se familiariser avec ce concept. Alors qu'elle essaie de dormir, le roi lui rend visite, lui disant qu'ils doivent parler. Il l'emmène dans un endroit isolé, et ils discutent du devoir du roi de produire un héritier. Mais il sait que le sang dans ses veines est différent, il n'est donc pas sûr de pouvoir aimer ses enfants, révélant que ses parents ne l'aimaient pas non plus. Dans un flashback, nous apprenons que le roi a été élevé sans mère, ni frère et sœur. Son père le traitait durement, l'enfermant dans une cellule pendant la nuit des révélations. Mais malgré cela, il pensait toujours que son père l'élevait simplement pour qu'il devienne un bon roi. Sur son lit de mort, son père le saisit, lui disant qu'il ne veut pas lui transmettre le trône, car il a du sang impur dans les veines. Son père révèle à quel point il le déteste, mais il crache soudainement du sang et décède. Les prêtres pensaient que son père voulait le serrer dans ses bras avant de mourir, mais c'est loin de la vérité. Il apprendra plus tard que son père était atteint d'une maladie mentale, jamais révélée au public. Et à ce jour, il ne sait toujours pas pourquoi son père a eu un enfant avec une humaine, mais il maudit son propre sang, disant qu'il ne veut pas le transmettre à ses héritiers. Sari se met à pleurer, sachant que le roi considère son sang humain comme une malédiction. Alors le roi la réconforte, lui disant qu'il n'a pas pu choisir le sang avec lequel il est né, mais qu'il l'a choisi, elle, affirmant que sa présence est une bénédiction pour lui. Il promet de protéger leurs futurs enfants, lui disant qu'il la veut comme reine, tout en l'embrassant. Il quitte Setchisarbal, et le roi dit à Sari de ne pas trop se surmener, car elle vient de terminer sa première tâche. De retour à leur palais, le roi demande à Sari de rendre visite aux troupes stationnées dans la ville de Maja. Il ne peut pas l'accompagner pour cette mission, elle devra donc voyager seule. Le roi explique qu'il ne voulait pas que Sari parte seule, mais Anubis lui a dit qu'il devait rendre visite à son ami mourant, et que la nomination du souverain de Maju devait être confirmée en présence royale. Sari accepte la tâche, disant au roi de ne pas s'inquiéter, car elle peut s'en occuper seule. Le roi rend visite à Sari pendant qu'elle fait ses bagages. Elle révèle qu'elle est nerveuse, n'étant pas habituée à être loin de lui, mais elle doit prouver qu'elle peut gérer le travail seule pour devenir une bonne reine. Le roi quitte le palais, et Anubis dit à Sari qu'elle aura besoin d'un nouveau garde pour son voyage. Il déclare qu'il est temps pour elle de choisir un capitaine pour la garde de la reine, qui servira de bras droit. Mais personne ne s'est porté volontaire pour la servir, car elle est humaine. Cependant, un Yénien marche soudainement sur Anubis, et se porte volontaire pour être le garde de la reine, se présentant comme Lanto. Anubis conseille à Sari de choisir son bras droit avec soin, disant que Lanto est trop grossier pour être le garde de la reine et suggérant de tester ses compétences au combat. Mais Lanto tranche soudainement son masque, menaçant de montrer ses talents sur Anubis. Sari l'arrête et l'accepte comme capitaine de la garde de la reine. Il se dirige vers Magia. Lanto dit au conducteur de changer d'itinéraire, affirmant qu'il y a un raccourci. Sari lui demande pourquoi il s'est porté volontaire pour être son garde. Il lui répond qu'il voulait juste être promu capitaine, car c'est un rang élevé pour un roturier. Il savait que ce serait facile d'obtenir le poste, mais il n'arrive toujours pas à croire qu'il était le seul volontaire, pensant avoir eu de la chance parce qu'elle est humaine. À ce moment-là, ils sont attaqués par un groupe de serpents des sables. Sari est sur le point d'être dévoré, mais Lanto la sauve, battant facilement les monstres. Les gardes reprochent à Lanto leur rencontre avec les serpents des sables, pensant qu'il les a délibérément menés là en ordonnant de changer de route. Mais Sari les arrête, leur disant de ne pas se battre entre eux. Lanto se demande si elle le trouve suspect. Sari lui répond qu'elle ne le connaît pas assez pour douter de lui. Lanto révèle que les gardes avaient raison à son sujet. Il voulait qu'il rencontre les serpents des sables pour prouver sa valeur en les battant. Mais il promet de garder Sari en vie, sachant qu'il aurait des ennuis si elle mourait. Sari choisit de faire confiance à Lanto, lui disant qu'il peut l'utiliser pour se faire un nom, mais qu'il ne doit plus jamais mettre d'autres personnes en danger. Lanto accepte son offre, et ils atteignent la ville de Magia, où les soldats parlent de Lanto parce qu'il est un Yénien. Lanto le remarque, alors il les traite d'impudents, leur parlant de sa position et affirmant qu'il est leur supérieur. Le capitaine des troupes, Tyrion,
ordonne à ses hommes de retourner à leur poste et dit à Sari de s'adresser à ses hommes immédiatement, car ils n'ont pas assez de temps. Sari apparaît devant les soldats, se présentant comme la reine consort par intérim, et leur disant que le roi a un message pour eux. Elle déclare que leurs services sont nécessaires au royaume, qu'ils doivent être fiers de leur rôle de soldats et accomplir leurs devoirs avec discipline. Elle implore chacun de soutenir le roi, puis termine son discours. Cyanclops pense qu'elle a fait du bon travail, mais Lanto lui dit qu'elle doit être plus autoritaire, car elle est la personne la mieux classée dans cette zone. Elle rencontre le souverain de Magia, Bronn, qui lui dit qu'ils tiendront la cérémonie de signature demain matin. Il explique qu'il y a une insurrection anti-monarchiste dans le pays, et que le chaos a été prolongé faute de dirigeants. Mais la cérémonie de signature devrait calmer les rebelles. Ce soir-là, nous voyons les soldats accuser Lanto d'être un anti-monarchiste parce qu'il est un Yénien. Lanto se prépare à les affronter, mais Sari l'arrête, leur demandant ce qui se passe. Les soldats expliquent que Lanto a l'air suspect, lui disant qu'elle ne doit pas connaître les Yéniens. Mais elle défend Lanto, leur affirmant qu'elle sait comment les Yéniens ont trahi le royaume par le passé, mais qu'elle pense que cela n'a rien à voir avec lui. Les soldats s'excusent de leur comportement, mais lui disent qu'ils ne lui font pas confiance. Après leur départ, Lanto révèle que le dernier roi a exécuté des Yéniens innocents, et qu'il voulait les venger en détruisant la famille royale. Il avertit Sari qu'il peut mentir sans ciller, et qu'elle ne devrait pas lui faire confiance. Mais Sari le trouve incroyablement honnête, disant qu'il n'est pas le genre de personne à pouvoir tromper les gens avec une conscience tranquille, alors elle choisit de lui faire confiance. Lanto est touché par ces mots. Le lendemain, Sari entre dans sa chambre, mais il n'y est pas. Elle entend quelqu'un crier à l'aide, et on découvre que Bronn a été attaqué. Bronn survit à l'attaque et décrit son agresseur comme un homme encapuchonné, borgne. Il a arraché un peu de fourrure, mais la couleur est banale. Les officiels se demandent comment l'attaquant est entré, et demandent à Tyrène des explications. À ce moment, un soldat intervient, affirmant connaître le coupable. Lanto entre, et le soldat l'accuse aussitôt d'avoir agressé Bronn. Les officiels pensent qu'à ça qu'il correspond à la description, le déclarant coupable, tandis que les soldats l'encerclent. Un soldat lui demande ce qu'il faisait la nuit dernière. Lanto répond qu'il s'est endormi sur le toit, mais il trouve l'excuse bidon. Les soldats reçoivent l'ordre de l'arrêter, ils foncent, mais Sari s'interpose, jurant de prouver son innocence. Les soldats ne lui font pas confiance, craignant qu'elle ne monte un coup pour aider Lanto à s'échapper. Mais Tyrène propose de l'accompagner, assumant la responsabilité. Lanto est détenu jusqu'à ce qu'il soit blanchi, et la chasse aux coupables commence. Au cachot, Klops dit à Lanto que Sari croit en lui. Lanto repense au comportement étrange de Sari, car personne ne l'a jamais protégé comme elle l'a fait. Dans un flashback, on apprend que les Yéniens sont forcés de vivre à l'écart des autres bêtes, mais même les Yéniens ont rejeté Lanto et sa mère, car son père ne venait pas du district yénien. Sa mère est mourante. Lanto lui achète des médicaments avec l'argent qu'il a durement gagné. Mais en chemin, il croise deux soldats qui l'accusent d'avoir volé la précieuse potion. Lanto explique qu'il l'a acheté, mais il ne le croit pas et le confisque. Il essaie de le récupérer, mais les soldats le mettent à terre et s'en vont, tandis que Lanto les supplie de le lui rendre. À cause de ça, sa mère meurt. Il comprend alors que le rang est important, pensant que c'est la raison de ce traitement. De retour au présent, Lanto réalise qu'il est un menteur. Il a dit à Sari de ne pas lui faire confiance, mais il a toujours voulu que quelqu'un croie en lui. Le lendemain, Lanto est libéré, le coupable ayant avoué ses crimes. Sari révèle qu'elle a utilisé la fourrure comme preuve, et on apprend que les humains distinguent mieux les couleurs que les bêtes. Sari a comparé la couleur de la fourrure avec celle des autres bêtes jusqu'à trouver l'espèce correspondante. Ensuite, ils ont rassemblé les membres de cette espèce et arrêté celui qui se comportait bizarrement. Une enquête révèle que le coupable est un anti-monarchiste dont le but est d'empêcher la cérémonie de signature. Il décide de maintenir la cérémonie et Bronn est nommé dirigeant de la ville. Sari remercie Tyrène de l'avoir aidé à prouver l'innocence de Lanto, espérant le revoir. Mais Tyrène pense que ce ne sera pas possible. Ses hommes ont abandonné leur poste, laissant entrer le coupable. C'est un échec grave. Il va perdre son poste de capitaine. Le capitaine lui fait ses adieux. Lanto révèle qu'il voulait juste monter en grade pour ne plus être maltraité par l'autorité. Mais il est reconnaissant,
qu'elle ait cru en lui et lui jure fidélité. Ils retournent à Osmargo où Sari se repose après leur voyage. Lanto est présenté au roi comme capitaine de la garde royale. Le roi lui demande s'il est yénien. Il lui demande audacieusement si c'est un problème, disant qu'il ne le trahira pas, car il s'en fiche royalement. Anubis lui dit de surveiller son langage, mais Lanto rétorque qu'il ne travaille même pas pour le roi. Anubis est agacé par son comportement, lui rappelant Sari à son arrivée. Ils commencent à se disputer, mais le roi rugit, faisant trembler Lanto de peur. Il demande à Lanto s'il est fier de son sang. Lanto répond qu'il est fier d'être yénien, qu'il ne se déteste pas pour ce qu'il est, et que Sari est la seule à pouvoir lui donner des ordres. Le roi l'accepte comme capitaine de la garde, lui disant d'être son chevalier. Jorman mène ses hommes contre les rebelles, sauvant les villageois du massacre. Il retourne au palais, rapportant 0 victime, mais le roi remarque que quelque chose ne va pas chez lui. En se promenant dans le palais, il tombe sur Ahmet et lui dit qu'il a quelque chose à lui dire, ce qui la trouble. Il l'emmène sur une terrasse où il lui rend l'amulette, disant qu'elle les a protégés, mais qu'il ne s'en sent pas digne et veut qu'elle la donne à quelqu'un d'autre. Sari la prend et se demande pourquoi Jorman l'a rendue. Lanto pense que c'est parce qu'il n'en a plus besoin, et Ahmet est d'accord, mais Sari ne peut l'accepter, alors elle va voir Jorman. Elle lui demande pourquoi il l'a rendue, mais Jorman répond qu'il ne peut pas répondre. À ce moment, Lanto apparaît, se présentant comme capitaine de la garde royale et le défiant en duel. Lanto veut que Jorman réponde à la question de Sari s'il gagne, disant qu'il le fait par loyauté. Le roi dit à Jorman d'accepter le défi, car il veut voir Lanto se battre, alors Jorman accepte. Le combat commence. Sari demande au roi pourquoi il veut qu'il se batte. Le roi révèle qu'il veut confirmer quelque chose. Lanto fonce sur Jorman, qui bloque son attaque, le repousse d'un coup de pied, et Jorman gagne le match. Mais le roi réalise que quelque chose ne va pas, disant à Sari que Jorman est blessé. Ahmet l'apprend, s'approche de Jorman, examine sa blessure, et lui donne un objet pour l'aider à récupérer. Ahmet pense que c'est la raison pour laquelle il a rendu l'amulette, et elle se met à pleurer, croyant que son amulette l'a trahi. Jorman le confirme, disant qu'il ne voulait pas la rendre triste. Ahmet réalise que Jorman pensait à elle en rendant l'amulette, et lui dit que c'était le maximum qu'elle pouvait faire pour lui. Elle sait qu'il risque toujours sa vie au combat, alors elle veut qu'il garde l'amulette. Pendant ce temps, on voit Ilia traverser les bois, où il aperçoit des bêtes montées tenant un enfant. Il en tranche une, faisant tomber l'enfant, tandis que les bêtes s'échappent. Ilia vérifie l'enfant, mais quand il découvre que c'est une bête, il pointe son épée sur elle, alors que l'enfant le remercie de l'avoir sauvé. L'enfant se présente comme Malo. Ilia rengaine son épée, disant que tuer un enfant est une perte de temps. Il dit à Malo de rentrer, mais il ne connaît pas le chemin. Alors Ilia le conduit à la frontière. Alors qu'il marche, Malo disparaît soudainement. Ilia pense qu'il a été kidnappé à nouveau, mais il réalise que Malo joue juste, voulant s'amuser avec les fleurs. Ilia lui demande pourquoi les bêtes l'ont enlevé. Malo lui raconte que des enfants sont kidnappés et vendus aux humains, qui les traitent comme des jouets. Ilia réalise que les bêtes qu'il a rencontrées travaillent pour des humains. Il se souvient de sa première rencontre avec des bêtes, ce qui lui donne envie de vomir. Malo le remarque, s'approche d'Ilia, lui demande s'il était blessé, mais Ilia le repousse. Malo teint de la main, disant qu'il essaie de frotter Ilia sans le toucher, car sa mère fait ça quand il se blesse. Une flèche manque de toucher Malo, alors que 2 humains apparaissent, disant que les bêtes ont fait un travail de cochon. Ils révèlent travailler pour un noble, et que Malo est leur cible. Ils prennent Malo, reconnaissant Ilia comme le chasseur de bêtes, se demandant s'il est aussi après Malo. Ilia dit qu'il se fiche de ce qui arrive à l'enfant, mais il entend Malo crier à l'aide, et se souvient quand sa sœur a été dévorée par une bête. Alors Ilia les arrête soudainement, leur disant qu'il déteste les gens qui jouent avec la vie d'autrui. Il sort son arme et charge l'un d'eux, disant à Malo de courir, mais Malo remarque qu'Ilia est visé par l'archer, alors il s'interpose, faisant rater l'archer, car il doit prendre Malo vivant. Ilia brise leurs armes, leur disant de partir s'ils tiennent à leur vie, et les hommes s'enfuient. Ilia pense que Malo tuera des humains une fois adulte, mais il se souvient qu'Asari lui a dit que toutes les bêtes ne sont pas mauvaises, alors il commence à croire qu'elles sont comme les humains. Ilia remercie Malo de l'avoir couvert, ils atteignent la frontière, où il laisse Malo, lui faisant ses adieux.
On voit Sari et le roi sur un navire, le roi révèle que les groupes antimonarchistes ne sont plus actifs. Cela a été discuté lors de leur récente réunion, et les officiels ont trouvé que c'était une excellente nouvelle. Mais Anubis pense que les groupes travaillent ensemble. Le roi dit à Sari de se reposer, car elle n'a pas de tâche particulière pour leur prochaine mission. Sari se demande ce qu'elle devrait faire de son temps libre, voulant être une bonne reine. Le roi lui conseille de suivre son cœur. Au palais royal, Anubis reçoit un rapport urgent. Leur territoire est attaqué. Il ordonne à un serviteur d'informer le roi via une bête messagère. Le roi reçoit le message et décide de retourner à Osmargo. Mais Sari sait que leur tâche actuelle est aussi importante, alors elle propose de le remplacer. Le roi refuse de la laisser partir seule, mais Sari lui dit qu'elle suit juste son cœur, voulant l'aider. Le roi lui donne à contre-cœur la permission, mais lui dit de ne pas se mettre en danger. Il place un charme sur la bague de Sari et s'envole vers Osmargo. Une patrouille navale rencontre un vaisseau illégal, lui ordonne de s'arrêter, mais alors qu'il s'approche, une bête nommée Fenrir tombe du ciel, tuant le patrouilleur. La bête du vaisseau illégal, Nyr, le rejoint sur le navire. On apprend que Fenrir s'attendait à ce que Nyr le rejoigne. Ils chevauchent ensemble une bête volante, tandis que Fenrir songe à prendre d'assaut le palais royal, voulant tuer le roi. Ils aperçoivent le navire royal, l'attaquent et tuent les occupants. Un soldat demande qui il est. Fenrir répond qu'il est le nouveau roi des bêtes. Il révèle que ses sbires envahissent les territoires d'Osmargo et qu'il prendra le trône après avoir tué le roi. Les soldats les chargent, mais Nyr les tue instantanément avec des épées volantes. Fenrir s'enquiert de l'individu le plus haut gradé sur le navire, mais les soldats restent silencieux, alors il songe à les exécuter tous. Cependant, Sari s'approche soudainement de lui, captant son attention. Au palais royal, le roi apprend que 2 de leurs territoires sont attaqués. Il songe à diviser ses forces pour y faire face, mais Anubis suggère de garder la force principale dans la capitale en cas d'attaque surprise, et se porte volontaire pour diriger une compagnie de cavalerie contre les rebelles. De retour sur le navire, Sari se présente comme la reine par intérim d'Osmargo, disant à Fenrir de la prendre et d'épargner les autres. Fenrir la juge sans valeur, car elle est humaine. Mais Sari lui dit que le roi l'aime et que son apparence n'a aucune importance. Fenrir pense qu'elle ment, mais Nyr lui dit que Sari avait des gardes pour la protéger, elle et Magia. Fenrir décide donc de prendre Sari comme sacrifice. Lanto les arrête soudainement, fonçant sur eux, esquivant l'épée volante de Nyr. Cependant, elle fait demi-tour, et Lanto apprend que Nyr peut utiliser la magie pour contrôler ses épées. Lanto finit par être poignardé, et Nyr est sur le point de l'achever, mais Sari l'arrête, leur rappelant qu'elle ne les suivra que s'il ne blesse personne d'autre. Fenrir ordonne à Nyr d'épargner Lanto, qui veut mourir pour Sari, mais elle lui ordonne de retourner au palais et d'obéir au roi. Elle ordonne à Bennu de soigner les autres, et dit à ses gardes de transmettre un message au roi, avant de partir avec Fenrir. Les civils apprennent l'invasion et se rassemblent aux portes du palais. Paniqués, Klops chevauche une bête messagère pour retourner au palais et les informe de la situation. Le roi veut sauver Sari, mais Anubis l'arrête, lui disant qu'il doit rester au palais et suggère d'envoyer une équipe de recherche. Mais le roi sait que Fenrir lui en veut, alors il ne sait pas ce qu'il fera à Sari. Anubis dit au roi de le tuer, s'il insiste pour y aller, car ses actions sont dangereuses pour le royaume, et il ne veut pas servir un autre roi. Le roi se calme et retourne sur son trône. Klops transmet le message de Sari, disant au roi de ne pas la secourir. Le roi réalise que Sari veut qu'il défende le peuple. Le roi s'adresse aux civils, confirmant l'invasion, mais leur dit de ne pas paniquer, affirmant qu'il les protégera. Il pense à Fenrir, prévoyant de le traquer avant qu'il n'entre au palais. Il est prêt à se battre jusqu'à la mort pour récupérer Sari et protéger son royaume. Le roi reçoit un rapport et apprend que les envahisseurs sont en fait les anti-monarchistes regroupés et qu'ils servent Fenrir. Pendant ce temps, on voit Lanto suivre Bennu pour chercher Sari, mais Bennu remarque qu'il ne la sent plus, elle doit être dans un endroit protégé par une barrière. On voit Sari à la base de Fenrir, et elle lui demande pourquoi il veut être roi. Fenrir révèle qu'il était le prince d'un des états vassaux d'Osmargo. Il était considéré comme un échec comparé à ses frères, mais il a eu une chance de se battre contre le prince et de prouver sa valeur. Il se prépare à attaquer avec des flammes bleues, mais le prince le domine facilement, en un instant. Le prince affirme qu'il n'aime pas se battre, disant qu'il devrait être ami, mais Fenrir pense qu'il se moque de lui. Il se fait couper une oreille, est déchu de son titre et est banni.
Sari pense qu'il doit en vouloir au roi, mais Fenrir dit que c'était un combat loyal. Il veut une revanche pour retrouver sa fierté, et il compte ramener les bêtes à leur ordre naturel, où les forts dominent. Il veut même abattre la frontière et prendre le contrôle des humains. Sari pense que s'il ne peut se sentir fort qu'en blessant les autres, c'est parce qu'il est faible. Elle dit qu'il n'a aucune chance contre le roi. Fenrir s'énerve, libérant ses flammes. Sari est protégée par sa bague, mais elle finit par s'évanouir. Fenrir devient encore plus intéressé, voyant qu'elle a la protection du roi. On voit Anubis arriver dans la ville de Khotan pour s'occuper de certains envahisseurs, mais il tombe soudainement sur Nyr. Nyr reconnaît sa valeur et essaie de le convaincre de changer de camp, disant qu'ils partagent les mêmes ancêtres, qu'il devrait servir un roi loup au lieu d'une bête, mais Anubis refuse, disant qu'il a choisi le roi qu'il sert, alors Nyr finit par le poignarder. Pendant ce temps, Fenrir offre à Sari toutes sortes de nourriture, et même des bijoux, pour tenter de la séduire, mais elle refuse tout. Fenrir se demande ce que le roi lui donne, et elle répond que c'est son cœur. Fenrir souhaite qu'elle soit plus comme Nyr, l'appelant son adorable esclave. On revient en flashback à l'époque où Nyr n'était qu'un chiot. Il est fouetté pour avoir volé de la nourriture, mais Fenrir finit par le recueillir sur un coup de tête. Fenrir est heureux d'avoir son premier serviteur, lui donnant son nom, et il dit qu'ils sont maintenant ensemble pour toujours. Nyr ne veut pas tuer sans raison, et il donne une autre chance à Anubis, mais Anubis refuse toujours. Nyr est sur le point de l'achever, mais Jorman arrive soudainement. Il repousse les épées de Nyr. Anubis se demande pourquoi il est là, car il devrait protéger le roi, mais Jorman dit que le roi l'a envoyé, voulant protéger son ami. Jorman esquive de justesse les lames et fonce sur Nyr. Les lames sont sur le point de le poignarder par derrière, mais il parvient à trancher Nyr en premier. Nyr bat en retraite sur sa bête volante, disant qu'il ne peut pas se permettre de mourir. Et Anubis pense qu'ils pourront trouver la base de Fenrir s'ils le suivent. On voit Lanto qui a réussi à trouver la base, mais alors qu'il cherche Sari, Fenrir apparaît soudainement. Sari essaie de se libérer, mais Sai et Binju parviennent à la trouver. Binju la libère et lui dit que leur plan est de s'échapper pendant que leur diversion distrait Fenrir. Mais Sari exige de revenir, ne voulant pas laisser Lanto mourir. Lanto n'est pas de taille face à Fenrir, mais il affirme être son capitaine de garde, prêt à mourir pour elle. Sari apparaît soudainement, l'entraînant loin, et elle refuse de le laisser mourir. Sari affirme que les gardes ne sont pas là pour mourir pour leur maître, et elle veut qu'ils soient là quand elle deviendra une vraie reine. Binju traverse la barrière, et Lanto les rattrape alors qu'il tombe, mais il finit par s'effondrer sous l'impact. Sé envoie un message à Klops, et il dit au roi que la base de Fenrir a été localisée. Sari emporte Lanto, mais Fenrir les rattrape. Il se demande ce qu'elle peut faire, lui disant de se soumettre, mais Lanto lui poignarde soudainement la jambe et s'éloigne avec Sari. Fenrir s'énerve, saute après eux, mais ils sont sauvés par Gwyber et le roi fait son apparition. Fenrir est excité d'avoir sa revanche, et le roi se prépare à l'affronter. Anubis et Jorman se précipitent aussi, mais Nyr se met en travers de leur chemin, leur disant de ne pas interrompre le combat, qu'il les arrêtera par tous les moyens nécessaires, et Jorman sait qu'il ne pourrait rien faire de toute façon. Le roi déchaîne son pouvoir, s'affrontant à Fenrir, mais cela se termine avec des dégâts des deux côtés. Fenrir se demande si c'est tout ce qu'il a, alors il va au-delà, libérant une énorme explosion qui rase la zone. Le roi est mis à genoux, et Fenrir sait qu'il n'est pas à pleine puissance, car il a mis son pouvoir dans la bague de Sari. Fenrir charge le reste de son pouvoir, libérant une autre explosion, mais le roi est indemne. Le roi se demande ce qu'il fait. Fenrir dit qu'il ne veut pas gagner parce qu'il avait un avantage, affirmant qu'ils sont maintenant à égalité, et il se prépare à régler les choses en tant que bête primaire. Ils commencent à se battre avec leurs griffes, se déchirant mutuellement. Fenrir mord la tête du roi, mais le roi saute et le plaque au sol. Le roi mord son cou, et Jorman pense que c'est fini, mais Fenrir parvient à le repousser. Fenrir saigne abondamment, mais il refuse d'abandonner. Le roi voit sa détermination et pense à lui-même, à la façon dont il maudit sa propre existence et ne fait que s'accrocher au trône. Il doute de sa résolution et Fenrir lui porte une attaque. Le roi tombe au sol, tandis que Fenrir célèbre. Le roi se sent à bout de force, mais Sari l'appelle soudain par son nom, Lanart, et il se souvient que cela signifie « cœur vaillant ». Il parvient à se relever, poussant un rugissement féroce. Fenrir se demande comment il peut encore tenir debout, mais il réalise que c'est grâce à Sari. Nyr sent que Fenrir a peur, et il repense au moment où Fenrir s'est fait couper l'oreille. Nyr lui apporte de l'eau,
Mais Fenrir la brise, disant qu'il n'est plus qu'un chien errant. Nyr se prépare à se couper l'oreille, mais Fenrir l'arrête, se demandant ce qu'il fait. Nyr dit qu'il voulait lui donner sa propre oreille, suppliant Fenrir de le laisser à ses côtés, car c'est lui qui lui a donné une place. Fenrir déclare qu'un jour, il retrouvera sa fierté et deviendra roi. Nyr lui rappelle sa fierté, et il affronte le roi une fois de plus. Tous deux refusent de perdre tant de le fuit de perdre, mais à la fin, le roi est victorieux. Sari saute dans les bras du roi et il lui dit que tout est fini, mais elle lui dit de ne plus jamais l'inquiéter ainsi. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.